Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous plongeons dans la formation de l'homme, le dernier testament éducatif de Maria Montessori. Et si l'enfant n'était pas un être à dresser, mais une lumière à révéler, prenez place, ouvrez vos esprits, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des textes qui secouent un peu notre vision de l'enfant. On va explorer son histoire, sa psychologie, à travers une analyse de la formation de l'humain. Oui. Et attendez-vous à des idées assez surprenantes, je crois, sur son développement et sur les préjugés tenaces qui existent. Exactement. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi, au fond, l'enfant a été si longtemps sous-estimé et de découvrir un peu ses forces intérieures, souvent méconnues. D'accord. Et puis voir comment tout ça, ça pourrait peut-être influencer notre éducation, notre société même. C'est un peu comme éclairer une page blanche de notre histoire. D'accord. Alors allons-y, déballons ça. Comment est-ce que l'histoire, justement, a regardé l'enfant? Eh bien, pendant très très longtemps, l'enfant était, presque invisible. Ou alors vu de manière assez négative. Invisible, carrément. Oui, oui. Les punitions, même physiques, les gifles, tout ça, c'était banal. On pensait même que c'était utile, nécessaire. Ah oui, on le voyait un peu comme un objet malléable, oui, mais surtout absent des grandes chroniques, des décisions politiques. Il y a comme un vrai point aveugle collectif. Un point aveugle. Oui, une difficulté à voir ses forces, ses capacités propres. L'analogie donnée est celle du chien, vous voyez? Hein? Celui qui regarde le doigt au lieu de regarder ce que le doigt pointe. Je vois l'image. On regarde l'enfant, mais sans voir son potentiel réel. C'est un peu ça. On s'arrête à l'apparence, aux difficultés peut-être. Et pourtant, les sources dont on parle insistent sur des forces intérieures incroyables qui rendraient justement ces punitions inutiles. Tout à fait. Elle décrit une capacité d'autodiscipline, un comportement social euh, délicat même. Une sorte d'ordre naturel. Qu'est-ce que c'est que cet ordre? Alors ça, c'est fascinant. Il faut bien distinguer cet ordre qui est une tendance naturelle, un peu comme une loi biologique de développement harmonieux, D'accord. de ce qu'on appellerait la bonté morale. Ce n'est pas une question de morale au sens classique, c'est plus structurel. Une base en quelque sorte. Voilà, une base. Et de la même façon, le texte fait une distinction importante entre le désordre de l'enfant, sa turbulence, naughtiness en anglais, Oui. qui est souvent lié à un blocage, un besoin non satisfait, et la méchanceté, evil. C'est pas du tout la même chose. Atteindre ce fonctionnement normal, cette normalisation, c'est une question d'hygiène mentale en fait. Hygiène mentale. Et comment il apprend, l'enfant, pour arriver à cet équilibre? Si différemment de nous, apparemment, Ah, là on touche à un point clé, l'esprit absorbant. l'esprit absorbant. Oui, surtout chez le très jeune enfant, disons avant 6 ans. Il n'apprend pas comme nous, par effort conscient, par étude. Lui, il absorbe son environnement. Il l'absorbe, c'est-à-dire Il s'imprègne de façon inconsciente, mais incroyablement créative et indélébile. La langue, la culture, les attitudes, les émotions ambiantes, tout. l'exemple de la langue oui, il est frappant. Qu'un enfant de 2 ans puisse s'approprier une grammaire aussi complexe que, je sais pas, le sanskrit ou le tamoul, avec l'accent parfait, Exactement. sans effort apparent. Ça défie notre logique d'adulte, quoi. C'est comme si l'enfant prenait une photo instantanée de la langue, de la culture, alors que nous, adultes, on doit dessiner laborieusement chaque détail. Belle analogie, l'appareil photo. Et cet esprit absorbant, il fixe tout ça dans l'inconscient. La langue maternelle, oui, mais aussi les mœurs, les habitudes. Et malheureusement, aussi les préjugés du milieu. Ah oui, C'est comme ça qu'il devient une personne de son temps, de sa culture. d'accord. Mais alors, si cet esprit est si puissant, pourquoi est-ce qu'on a autant de préjugés tenaces? L'idée que l'enfant est vide, qu'il faut le guider, le remplir. Eh bien, ces préjugés seraient liés, selon la Malise, à un conflit psychologique interne à l'adulte. Le texte utilise un terme un peu particulier, l'ombius. L'ombius. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la tension chez l'adulte. D'un côté, il y a l'amour pour l'enfant, l'instinct de protection, mais de l'autre, Oui. l'énergie débordante de l'enfant, ses besoins constants, sa simple présence parfois, ça peut être profondément dérangeant pour l'adulte. Inconsciemment. Je vois. Un conflit, donc. Exactement. Et l'ombius, c'est la solution inconsciente à ce conflit. On fuit cette gêne, cette défense contre l'enfant en la masquant. On la transforme en devoir éducatif pour son bien. Ah, c'est subtil. Donc, ce qu'on présente comme étant pour le bien de l'enfant pourrait parfois cacher notre propre malaise.
une forme d'oppression involontaire. C'est l'idée. Un préjugé collectif très puissant qui nous empêche de voir l'enfant tel qu'il est. Historiquement, on peut penser à ce qui s'est passé après la Révolution française. C'est-à-dire? Le droit à l'instruction pour tous, une idée formidable. Mais ça s'est traduit par une école obligatoire où tout le poids de l'apprentissage a reposé sur l'enfant. Ça a mené à des souffrances, des écoles qui ressemblaient parfois à des prisons. On pensait bien faire. On pensait agir pour son bien, oui, mais peut-être qu'on répondait aussi, sans le savoir, à ce malaise adulte face à l'énergie propre de l'enfance. Alors face à tout ça, quelle alternative est proposée? Une autre façon de faire? L'alternative, c'est une éducation qui part vraiment de l'enfant. Pas un enseignement où l'adulte déverse son savoir, mais plutôt une facilitation de l'activité propre de l'enfant. Comment ça? Dans un environnement qui est spécialement préparé pour lui, pour répondre à ses besoins de développement. L'éducateur change de rôle. Il n'est plus le détenteur du savoir, mais plutôt un trait d'union. Un lien entre l'enfant et l'environnement. Exactement. Et ces exemples qu'on trouve dans les textes, d'enfants qui se lancent spontanément dans des travaux hyper intenses, Exact. des calculs géants, analyser toute la grammaire d'un livre, dessiner des fleuves entiers, c'est pas juste des exercices qu'on leur donne. Non, justement, c'est ça qui est clé. Ce sont vus comme des élans vitaux, des manifestations de cette force intérieure qui pousse l'enfant à se construire. Ce n'est pas l'exercice en soi qui compte. C'est l'élan derrière. Voilà, c'est cet élan qui forme le caractère. Et ça mène à une idée d'éducation assez différente, une éducation dilatatrice ou d'immensité. Éducation d'immensité. Oui, l'idée, c'est qu'au lieu de combattre directement les défauts, la jalousie, la petite compétition, etc., on cherche à élargir l'horizon de l'enfant. Élargir l'horizon. On suscite des intérêts vastes, passionnants. Et dans cette immensité, la petitesse de ses défauts, eh bien, elle perd de son importance, elle s'évanouit presque. On nourrit l'esprit pour qu'il dépasse ses petites fins, ses manques. C'est ça. Fascinant comme approche. Bon, alors pour résumer un peu tout ça, on est parti d'une vision historique plutôt sombre, limitée de l'enfant. Oui, On a découvert ses capacités internes d'organisation, son incroyable esprit absorbant. On a vu aussi comment nos propres préjugés d'adultes, cet ambibus, peuvent bloquer ce potentiel. Et enfin, on esquisse une éducation qui chercherait à le libérer. C'est ça? c'est tout à fait ça. Alors, qu'est-ce que tout ça implique pour nous, aujourd'hui? Elle ne se trouvait pas seulement dans la réforme de nos structures adultes, Hmm. et si elle résidait aussi, et peut-être surtout, dans notre capacité à changer radicalement de regard sur l'enfance, à vraiment reconnaître et respecter cette période cruciale de construction de l'homme. Arrêtez de projeter nos trucs d'adultes, notre ambilus, Voilà. sur cet embryon spirituel en plein développement. Qu'est-ce qui se passerait si la société voyait l'enfant non plus comme une cire à modeler à notre image, mais comme un porteur de clés? Un guide potentiel peut-être vers une compréhension plus profonde de ce que c'est qu'être humain, de notre propre nature créative et ordonnée.